tous. Alors aujourd'hui, je suis avec deux profs en même temps, deux profs d'histoire géo, professeurs d'histoire géo au collège, donc Marie-Camille Fourcade et Claire Dreyfus qui sont à Toulouse. Alors elles ont plusieurs niveaux, 5e, 4e. Donc elles vont vous expliquer tout ça et ce qu'elles ont mis en place depuis 4 semaines, puisque nous attaquons la 5e semaine de confinement. Bonjour les filles. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Donc ici c'est Marie-Camille Fourcade, donc je suis prof dans un collège périurbain de Toulouse en histoire géo comme Claire. J'ai les niveaux 5e et moitié 4e et pour le reste de mon temps, je suis en chargée de mission pour la délégation académique du numérique. Et Claire, donc je suis professeure aussi d'histoire géo au collège Rosa Parks à Toulouse et à moitié du temps avec des 6e, 5e, 4e et moitié du temps aussi à l'INSPE avec des étudiants de Master 1, Master 2 en histoire géo, plus précisément quand même sur le numérique en histoire géo. Du coup, ce qu'on vous proposait, c'est d'abord parler, effectivement, on est en vacances, comme disait Aurélie, et on va vous parler de la façon dont on a mis en place la continuité avant les vacances et peut-être aussi les ajustements qu'on va faire à la rentrée, justement en profitant des vacances pour essayer de penser un petit peu tout ça. Donc, avant les vacances, on s'est interrogé sur notre pratique avec Claire parce qu'on fait partie du collectif Inversons la classe. Donc, on a entendu plein de nos collègues qui ont été interviewés par toi, Aurélie, Romain, Geneviève, etc., Marie, bien sûr. Et du coup, nous, ça nous a posé pas mal de questions parce que de notre côté, en collège en tout cas, il nous a semblé très difficile de transposer notre façon de faire cours, nos scénarios d'inversion sur la continuité, parce que l'essentiel de ce qui se joue, en tout cas pour nous, dans notre définition et notre vécu de la classe inversée, c'est le temps en classe, donc le temps en présentiel qui a été vraiment redéfini. Donc tout repose là-dessus pour nous et dans cette continuité pédagogique, le à distance nous semblait ne pas permettre vraiment de transférer à l'identique notre pratique. Et effectivement, par rapport à Geneviève, entre autres, qui disait qu'elle pouvait quasiment fonctionner presque de la même manière en lycée, je pense que là, la différence, elle est aussi liée au niveau. Comme nous, on a des collégiens, on n'a pas réussi à transposer complètement, même si on reconnaît que le fait, par exemple, qu'on soit habitué à médiatiser le savoir par le biais de différents supports, d'utiliser également donc des exerciceurs, par exemple, eh bien, je pense que ça, pour nous, c'est un atout dans ce contexte d'enseignement à distance. On utilise aussi donc la différenciation, l'autonomie par le biais des plans de travail, toutes les deux. Et donc finalement, on a un avantage quand même sur ces différents éléments, sur les supports qu'on utilise et les activités qu'on propose. Voilà. Et du coup, sur notre fonctionnement, qu'est-ce qu'on a conservé? Ce que vient de citer Claire, on est resté sur nos habitudes de travail en prolongement des pratiques de classe. Ça a déjà été dit par nos collègues comme Marie. Donc, on a gardé vraiment le fonctionnement du plan de travail. Après, Claire vous en parlera, mais bien sûr, on a adapté les tâches qui se trouvent à l'intérieur. On en reparlera après, mais l'idée, c'était vraiment de continuer à développer l'autonomie et la responsabilisation des élèves vis-à-vis de leur apprentissage. Et à distance, c'est vraiment crucial. Et on avait vraiment cette approche par le plan de travail qui est censé être un levier pour ça. Donc, c'est important de garder cette habitude-là. Sur le rythme de travail avant les vacances, on a proposé des plans de travail hebdomadaires ou sur 2 semaines, puisque nous, on avait 3 semaines à gérer en continuité. Sur le type de tâche, donc, Marie-Camille a pu garder son plan de travail qui est sur une seule feuille de façon très synthétique. Pour moi, je l'ai gardé en référence en tant que concepteur, on va dire, des ressources, mais je ne l'ai pas forcément utilisé avec les élèves. Et j'ai découpé les tâches en les proposant par le biais du classeur pédagogique de l'ENT. Marie-Camille, évidemment, a simplifié également les tâches, notre objectif étant de faire baisser la charge cognitive pour les élèves et de les rendre capables finalement de faire les activités qu'on proposait. Sur les choses aussi qu'on a fait toutes les deux, donc il y a des vidéos interactives avec des questions, toujours pareil, faire baisser la charge cognitive. Ensuite, on leur a demandé également donc, de faire un certain nombre de tâches créatives, ça va être des cartes mentales,
Moi, j'ai proposé un slam en EMC à des élèves de 5e. Ça va être aussi donc des sketch notes, de la cartographie. On utilise beaucoup les exerciceurs et finalement aussi des petites recherches. J'ai pu leur demander à certains de faire des recherches en lien avec l'activité en cours en histoire sur Athènes et l'actualité puisque c'est l'annulation des Jeux Olympiques. Et en fait, ce qui nous rapproche aussi avec Marie-Camille, c'est que plutôt que de leur demander de répondre à des questions, même s'il y a quelques questions parfois, on leur demande de venir en classe virtuelle avec des questions eux. Donc on leur demande non pas de répondre à nos questions, mais de venir avec des questions pour avoir de la matière à travailler ensemble au moment des classes virtuelles. Donc c'est surtout ça qui nous a rapprochés tous les deux encore dans nos pratiques. Et on essaye grosso modo de simplifier, de clarifier les consignes et de ludifier pour stimuler un petit peu aussi la motivation. Et le dernier enjeu, il a déjà été soulevé bien sûr par plein de collègues parce que ça fait partie des questions qu'on se pose, c'est comment on fait le suivi de tout ça et quel feedback on adresse aux élèves. Bah là, on n'a rien de particulièrement original. Je crois que c'est Marie et Gaëlle qui en ont parlé. On a des tableurs pour faire le suivi avec des cases à cocher tout simplement. Et en matière de feedback, on est vraiment sur 2 stratégies qui ont déjà été décrites, me semble-t-il. La stratégie du feedback oral individuel. Là, on utilise essentiellement l'outil qui nous est proposé maintenant à l'intérieur de nos ENT, qui nous permet de rendre un corrigé sous cette forme-là du feedback oral. Et ça, on y tient parce que d'autres l'ont dit aussi. Là, on entend la voix du professeur, donc se crée quand même, on garde ce lien-là entre le professeur et l'élève, donc le feedback oral nous semble essentiel. Et puis, à la fin d'une activité, on va pouvoir adresser une correction collective sous la forme d'une vidéo, qui peut être aussi une captation d'un diaporama qu'on aurait proposé en classe virtuelle, en tout cas qui servira de correction collective. Et il nous semble que ce feedback, c'est vraiment l'occasion de tisser, notamment la partie individuelle, c'est celle qui nous semble la plus précieuse par les feedbacks oraux, parce qu'elle redéfinit, c'est un temps vraiment de redéfinition de nos relations avec les élèves, et garder cette individualisation, c'est quand même essentiel. Donc, quand les élèves ne peuvent pas accéder à l'ENT, on a recours à d'autres outils pour adresser les feedbacks. Claire, elle a adressé des feedbacks avec Vocaroo, feedback oraux. Moi, j'ai même testé l'enregistreur du livre scolaire. Enfin, on opte pour plein de stratégies différentes pour vraiment arriver à ce lien-là. Pour ma part, j'ajoute même le compte Instagram professionnel que j'ai depuis septembre, la salle AG1, et j'ai des élèves qui m'envoient la photo de leur travail par les messages privés d'Instagram, et moi, je leur fais un retour oral, puisque c'est possible aussi dans les messages d'Instagram. Donc, on va avoir différents canaux possibles, mais cette même stratégie-là. Sur le rôle et la place de la classe virtuelle, donc là, on a aussi un petit avantage, on va dire, lié à notre expérience, puisque ça fait plusieurs années qu'on propose des formations hybrides aux collègues, et donc on a pu expérimenter les classes virtuelles, et on a été formé par un collègue de l'académie aussi, Pascal Modenot, donc c'est vrai qu'on a une avance là-dessus, et c'est la raison aussi pour laquelle on a assez vite proposé des classes virtuelles à nos élèves pour pouvoir retisser ce lien. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est les élèves qui amènent de la matière, qui amènent leurs questions. Et au moment de la classe virtuelle, on n'est pas là pour faire quelque chose d'expositif et de magistral, comme en classe, comme ce que disait un peu Geneviève. On est dans l'accompagnement de la secondarisation des savoirs. On est dans l'accompagnement aussi donc pour lever les ambiguïtés, pour répondre à leurs questions, leurs interrogations et accompagner finalement l'apprentissage à ce moment-là. On utilise aussi, moi je l'utilisais très peu avant en classe parce que les élèves étaient moins connectés, c'est WooClap. Maintenant, donc j'utilise énormément WooClap au moment de ces classes virtuelles pour des nuages de mots, pour recueillir les représentations, pour soutenir leur attention aussi et qu'ils soient bien attentifs pendant cette classe virtuelle, puisque je leur pose des petites questions à la fin. Aussi demander un peu ce qu'ils ont retenu et puis des petits quiz, voilà, parce que ça crée une interactivité, ça relance aussi du collectif finalement, donc c'est intéressant et ça aide à la mémorisation par le testing, donc comme on le sait. Voilà.
Et sur cette classe virtuelle, comme l'a dit Claire, comme on avait quelques habitudes et qu'on avait moins de réticence à l'intégrer très rapidement dans notre dispositif de continuité, en tout cas moi dès la première semaine ça a été le cas, parce que je n'avais pas forcément d'inquiétude par rapport à ça du fait de nos habitudes de travail avec Claire. Très vite, on a essayé de se mettre à disposition de nos collègues dans nos collèges respectifs pour les aider à prendre en main cette plateforme. Alors, il y a la partie technique, mais il y a surtout la partie pédagogique, la scénarisation. Et donc, avec Claire, on a essayé de travailler un support de formation qu'on utilise avec nos collègues pour les accompagner sur la partie pédagogique et didactique d'une classe virtuelle. La dernière chose qu'on voulait partager avec vous aussi, c'est la possibilité, je reviens un instant sur la classe virtuelle, j'ai loupé un truc, parce que j'aimerais quand même faire une référence à Michael Bertrand, qui est aussi un membre du collectif Inversons la classe et qui m'a donné une super idée de type de classe virtuelle qui, en tout cas, séduit mes élèves. On en parlera après, comment je peux le savoir. C'est les lives de soutien. Donc ça, c'est une classe virtuelle un petit peu à part, elle n'est pas obligatoire. N'y viennent les élèves que s'ils le souhaitent et s'ils ont des besoins particuliers, c'est vraiment avec une fonction tutorale. Donc, je vais en avoir une par semaine, c'est une espèce de permanence que je m'impose. Et puis, les élèves viennent, rentrent et sortent. Ils me demandent aussi parfois de créer des groupes d'entraide. Donc, ils viennent à 2-3 et je leur crée un groupe où ils vont s'entraider sur une tâche. Donc, cette fonction-là de la classe virtuelle, elle a été appréciée des élèves et ça, je compte le conserver à la rentrée. Et justement, cette rentrée, c'est le dernier point qu'on voulait partager avec vous, puisque nous, on est en vacances et ça nous a permis de faire un petit bilan de ce qu'on avait fait jusqu'alors et de réajuster pour la suite. Et avec Claire, on a opté pour la même stratégie, à savoir faire passer, diffuser auprès de nos élèves un formulaire, un questionnaire anonyme, bien sûr, pour recueillir un petit peu les ressentis sur les choses que nous avions pu proposer. Et ça, c'est vraiment pour nous de gros indicateurs pour améliorer nos propositions à la rentrée. Alors, de mon côté, ça m'a permis de savoir que ce live de soutien, c'est quelque chose que les élèves apprécient, qu'ils veulent conserver. Ensuite, pour le reste, ça me permet d'imaginer autre chose. Par exemple, on s'est interrogé comme Romain, où on en est sur notre charge de travail. Est-ce que je peux continuer le programme? Donc, j'ai interrogé les élèves là-dessus, sur des petites choses que j'avais pu proposer. En termes de charge de travail, de mon côté, ils sont satisfaits. Ils trouvent que c'est ni trop ni pas assez. Sur la poursuite du programme, bizarrement, je sais que ça interroge beaucoup de collègues et je vois beaucoup de débats sur les réseaux. Est-ce que je poursuis ou pas le programme? Donc, moi, j'ai tenté des petites choses en choisissant vraiment le chapitre, en faisant des micro-apprentissages et en allant que sur le noyau du programme. Et bien sûr, le sentiment de difficulté exprimé par les élèves, il est très peu élevé. Les techniques qu'on a avec les vidéos et les questionnements, les exerciceurs, tout ce qu'a dit Claire tout à l'heure, ça fait passer quand même la pilule, si j'ose dire. Donc, je pense que je me permettrai d'avancer sur des petites choses en choisissant bien sûr les chapitres qui peuvent se prêter à cette mise à distance. Sur les défis créatifs, Claire a parlé de ces tâches-là. Finalement, pas tellement d'enthousiasme, c'est moite-moite. Il y a une partie des élèves qui voudraient bien refaire des défis créatifs. Pour les autres, ils ne sont pas finalement emballés. Donc ça fait partie des surprises en termes de recueil d'avis d'élèves. Et du coup, ça m'amène à proposer une troisième option, un troisième scénario à la rentrée. Je vais faire plutôt des parcours par compétences. Donc, sur de l'évaluation uniquement formative, il y aura 4 parcours au choix. Les élèves pourront se positionner avec un formulaire sur le parcours qu'ils souhaitent faire. Et l'aboutissement de ces parcours de compétences, ça sera l'obtention de badges. On va fonctionner avec des badges à la rentrée. Alors, je dis on va fonctionner à la rentrée. En réalité, c'est un prolongement de mes pratiques de classe. J'avais déjà 4 gammes de badges en classe avec des passeports par compétences. J'ai repensé ce dispositif-là pour le mettre à distance à la rentrée. Donc, je verrai, je poserai à nouveau des questions aux élèves pour savoir ce qu'ils pensent de cette proposition-là. Et à l'inverse, moi, j'ai fini finalement les chapitres qui étaient entamés avec des travaux à rendre pendant la première période de confinement avant ces vacances. Et je me suis posé donc les questions, est-ce que j'avance après les vacances? J'attendais un peu de savoir aussi, justement, est-ce qu'on reprendrait
est-ce qu'il y avait une perspective, en tout cas, de revoir les élèves? Donc maintenant, j'ai eu ma réponse. J'étais quand même partie un peu de ce principe-là parce que je suis souvent optimiste. Et donc, j'ai choisi d'avancer dans le programme, mais en m'appuyant vraiment sur les notions clés. Alors, en géographie, en 6e, ça va être habiter, la mondialisation en 4e et de l'EMC plutôt en 5e sur les discriminations. Mais disons que j'ai choisi vraiment d'essayer de m'appuyer sur ces noyaux qui ont été travaillés depuis le début de l'année pour construire une tâche, des petites activités et puis avancer un tout petit peu dans le programme avant de revoir les élèves. Voilà, donc on a changé notre programmation, ça c'est sûr, et on a pu le faire parce qu'on a eu ce temps de vacances pour penser les choses avec un petit peu plus de recul. Et moi, j'ai une question. Vous avez interrogé les élèves sur leur ressenti. Et vous, en tant qu'enseignante, est-ce que vous êtes deux profs satisfaites de l'assiduité de vos élèves? Claire? Alors, on est toujours déçus parce que non, on n'a pas tous les élèves, évidemment, mais après, on est satisfait quand même de ce qui est retourné. Et puis surtout, justement, le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves parfois en classe virtuelle, ça fait plaisir d'entendre leur voix, tout simplement, et de savoir qu'ils sont toujours là. Pareil, je ne veux pas vendre du miracle, je n'ai pas de 100% de retour et de participation. Je sais que on a beaucoup parlé on en a parlé nous-mêmes de notre volonté de ludifier en se disant quand même ça agit sur la motivation, mais on le sait très bien, les facteurs pour là se rester accrochés sont bien plus larges que notre part de travail à nous. Donc, il y a vraiment des choses qui nous échappent et donc, je le disais tout à l'heure, même l'idée de défi créatif n'a pas emballé les foules de manière, en tout cas, ça n'a pas été partagé majoritairement, un retour positif là-dessus. Donc, on essaie, on prend plusieurs stratégies, Romain disait, on tâtonne et on verra à la rentrée si on a pu garder le lien. Je sais que pendant les vacances, moi, j'ai maintenu quelques lives de soutien. J'ai eu très peu d'élèves, donc je vais voir à la rentrée ce qui se passe. Après, on a une dernière idée avec Claire, justement, peut-être pour raccrocher encore quelques élèves, et on voulait le soumettre au Ludovial. On verra si ça vous séduit, vous aussi. On parlait des badges tout à l'heure. On va essayer avec Claire d'explorer cette stratégie des badges, mais sur des compétences plus informelles. Moi, quand j'en parlais tout à l'heure, c'était lié quand même à des compétences très histoire-géo. Et là, avec Claire, on essaie de penser des badges qui sont sur des compétences informelles, qui touchent quand même à notre socle en collège. Pour ceux qui connaissent, c'est méthodes et outils pour apprendre, le citoyen, des choses comme ça. Les compétences liées au numérique, qui développent tout un tas d'apprentissages hors disciplinaire dans ce temps à distance, et on voulait trouver une solution pour les valoriser. Donc là, on imagine ce système-là qu'on partagera dans nos collèges respectifs, avec des élèves qui se positionneront tout seuls sur les badges qu'ils souhaitent avoir, donc de l'auto-positionnement, et on va essayer de développer ça pour aller chercher peut-être des élèves qui ont tendance à décrocher là. Alors, est-ce que ça sera une stratégie payante? Justement, au Ludovial, on pourra en parler. Très bien, merci beaucoup les filles et bonne fin de vacances et bonne continuation pour la rentrée. Merci Aurélie, à bientôt. Merci Aurélie.